Donc la première chose que j'aime signaler lorsque j'évoque ces 50 ans d'immigration marocaine, c'est de dire tout d'abord qu'en réalité la présence marocaine, elle est antérieure à 1964. La Convention nous donne un moment, je veux dire, symbolique pour fixer un moment particulier, mais si on doit faire une histoire de présence marocaine en Belgique, en réalité, elle a plus d'un siècle. Et ça commence véritablement, si on doit faire une périodisation, ça commence véritablement avec la signature du traité de Fès, avec l'entrée des puissances européennes au Maroc. Donc il faut se projeter dans ce qui était le Maroc du début du siècle, parce que le Maroc est un vieil État autonome, avec une longue tradition d'autonomie, d'un État qui est un État souverain, a été, à partir de 1912, mis sous protectorat de deux puissances européennes, la France et l'Espagne. Le Maroc aurait pu tomber entre les mains allemandes, les Allemands avaient une grande revendication par rapport au Maroc, mais c'est la France et l'Espagne qui vont obtenir deux grands espaces, à la fois le nord, le Sahara pour l'Espagne, et puis les régions côtières et l'intérieur des terres pour la France. Le maréchal Lyautey disait un émigré, c'est un fusil en moins et une mouche en moins à nourrir. C'est-à-dire que pour la colonisation, c'est-à-dire pour les Français qui arrivent et qui ont comme ambition de pacifier le territoire, c'est-à-dire de contrôler militairement et policièrement l'ensemble du territoire, la principale question qu'ils ont à résoudre, c'est de faire face aux résistances des tribus, aux résistances locales. Et dans ces... comment on va faire pour favoriser la percée? Eh bien, on va s'affronter, on va se confronter, mais on va aussi favoriser bien souvent l'immigration. Et on va faire en sorte de faciliter le départ des plus jeunes vers la métropole. Bien entendu, si on se pose dans la situation du Maroc indépendant, il y a peu de gens, que ce soit dans les grandes villes, ou dans le Rif, ou dans le Souss, qui se sont dit un beau matin, demain je pars pour la Belgique. Dans les années 60, la Belgique représente peu de choses dans l'imaginaire, dans les consciences collectives. La Belgique, on connaît la France, on connaît l'Espagne, qui sont les autorités coloniales, mais la Belgique ne représente pas grand-chose. Et souvent, on y arrive d'ailleurs à travers une escale via la France. La Belgique fait un travail intense, notamment avec la Fédération des charbonnages, la Fédéchar, pour aller sensibiliser les autorités marocaines et le gouvernement marocain à la signature d'un accord, parce que la Belgique a besoin de main-d'œuvre assez importante, et ça mènera à la signature de l'accord du 17 février 1964. Je dis toujours que l'accord du 17 février 1964, il n'y a aucune raison de le célébrer. C'est un accord qui organise des procédures, disant vous avez moins de 40 ans, vous êtes en bonne condition physique, vous êtes en mesure de venir en Belgique pour travailler, et bien voilà les conditions que vous allez devoir rencontrer pour pouvoir partir. Il n'y a rien qui soulève l'enthousiasme des foules dans ou quelque chose qui serait, sur le plan des valeurs, quelque chose de formidable. Non, il n'y a rien là-dedans qui... on explique comment faire pour envoyer l'épargne, comment est-ce qu'on va faciliter le réinvestissement des devises dans le pays d'origine. Il n'y a rien de fantastique là-dedans. Mais pour les gens de notre génération, et moi j'ai été un des premiers en 2004 à me battre pour qu'on s'appuie sur cette date comme levier symbolique pour dire quelque chose à la société belge. Pour dire que nous sommes arrivés dans un cadre où on avait besoin de main-d'œuvre, on a voulu répondre à un besoin économique, mais à côté de cela, il y a toute une série d'autres réalités qui sont apparues. Des réalités culturelles, des réalités sociales, des réalités familiales, et tout ça, on n'a pas anticipé, et aujourd'hui, il faut qu'on gère ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait structurel de la société belge. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut aujourd'hui considérer comme étant extérieur à nous. Ça fait partie de nous en tant que société. Et c'est ce nous-là dont on sait très bien que ce nous est très problématique encore aujourd'hui. On voit combien les questions d'immigration divisent, combien elles polarisent dans le débat public. Mais notre idée, c'était en 2004, c'était de dire, replaçons-nous comme dans l'histoire sociale de ce pays, comme descendants de travailleurs. Parce que c'est ce qui nous a amenés, et c'est à partir de là qu'on revendique aussi une place à part entière dans cette société, une citoyenneté à part entière. Et donc c'était très délibéré dans notre démarche. Et 2004, souvenez-vous, 2004 c'est 3 ans après 2001. 2001 a été, je pense, un moment important parce que les événements
les attaques sur New York, Washington, ont fait en sorte que de plus en plus s'est constitué un clivage entre, non pas Marocains ou Tunisiens ou Turcs, etc., mais entre musulmans et population majoritaire. Et cette idée de revenir à l'histoire du travail, à l'histoire qui nous a amené, était aussi une manière de sortir des pièges de ce débat pour reposer la question économique et sociale. Donc 64, je vais aller maintenant rapidement pour qu'on puisse échanger. 64, c'est le début d'une période, et c'est la période qui va suivre, elle peut être subdivisée en différents moments. On peut définir une période qui va de 64 à 74, de 74 à 89, de 89 à 2001, et de 2001 à aujourd'hui. Et chaque période a ses caractéristiques. De 64 de 64 à 74, c'est l'immigration de travail de jeunes hommes. Les femmes arrivent aussi dans cette période, mais elles arrivent surtout dans la période ultérieure. Au départ, ce sont surtout de jeunes hommes. On avait au recensement de la population de 1960 400 Marocains recensés. À la fin de la décennie, ils seront 40 000. Donc il y a une explosion du nombre de personnes parce qu'il y a de la disponibilité du travail. Donc les gens viennent en partie à travers l'accord, mais ils viennent aussi très fortement de manière spontanée. Et on débarque, on retrouve ses copains dont on sait qu'ils sont installés là-bas, on vient les rejoindre, et puis il faut en général pas plus d'une semaine pour se retrouver au travail dans une usine et de trouver un logement. 74-89, là, pour moi, la caractéristique principale, c'est le début des difficultés économiques, et donc les papas qui se retrouvent de plus en plus sur la touche du marché du travail parce que les mines vont commencer entre 67 et 80 à fermer les unes après les autres. Donc déjà dans la décennie précédente, elles ferment, et ça se terminera le cycle en 1980. Donc ceux qui étaient employés dans les mines, et ils étaient très nombreux, de plus en plus se retrouvent sur la touche du marché du travail. Et donc ça veut dire que les familles ont moins de moyens économiques, et pendant le même temps, les familles s'agrandissent et elles ont de plus grands besoins. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, il faut les scolariser, donc c'est érosion de la base économique des familles et augmentation de leurs besoins. Et là, c'est la période, à mon avis, où on a raté le rendez-vous. C'est en 74 et 89 qu'on n'a pas pu venir ce qui se passait là-bas. Et déjà, les problèmes de la jeunesse arrivent. Alors, on les voit bien en France. La marche, le film La Marche montre bien toutes ces difficultés qui arrivent avec à la fois le racisme qui fait que certains jeunes sont abattus dans les cités, les jeunes qui ont vraiment des tas de questions sur leur identité, sur leur place dans la société. Ça arrive un peu plus tard en Belgique, mais ça arrive dans cette période-là. 89-2001, je dirais que pour moi, c'est une décennie qui est essentiellement caractérisée par l'arrivée la montée en puissance des immigrés comme acteurs de leur propre histoire. Alors qu'auparavant on parlait d'eux, ils vont commencer à parler d'eux-mêmes, et à parler pour eux-mêmes. Donc d'un sujet parlé, il devient un sujet parlant. C'est quelque chose de nouveau dans le terrain associatif, dans le terrain politique en Belgique. Ça devient très important. Donc c'est une décennie 1999-2001 qui m'apparaît être celle de la prise de parole publique. Et 2001-2014, c'est la période, alors elle est complexe, elle est variée, mais si une problématique s'impose, c'est celle de l'islam, c'est celle de la présence publique de l'islam et de la manière dont on peut gérer la question de l'islam publiquement. Je vais m'efforcer d'introduire un peu de confusion. C'est trop clair pour moi. Mais je vais surtout rebondir sur certains points. Non, blague à part, je suis vraiment content parce que tu as fait un cadre. Tu as esquissé un cadre qui est très clair et qui correspond à peu près à ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Je vais juste apporter quelques petites remarques. En ce qui concerne l'immigration récente, maintenant si on oublie Samuel Palache et son frère et d'autres, l'immigration récente, elle ressemble finalement à ce que tu as décrit. Tu as remonté jusqu'au maréchal Lyautey, et ça me fait penser aussi à quelque chose que les gens oublient parfois, c'est que l'institution militaire a aussi été à l'origine de beaucoup d'immigration. En mettant des tirailleurs marocains dans l'armée française, c'était aussi une façon d'abord, comme tu l'as dit toi-même, une immigration intérieure, et puis ces gens sont venus, certains sont morts sur les pentes du Monte Cassino, d'autres ont survécu. Pour ce qui est d'immigration maintenant marocaine aux Pays-Bas, je ne sais pas quel est le chiffre en Belgique. Au Maroc, 80% des immigrés sont d'origine rifaine. C'est des gens du Rif. Hein. Je ne connais pas le chiffre aux Pays-Bas. Et alors là, n'étant pas un expert, mais je m'intéresse profondément à tout ça, je suis allé à la soutenance de thèse de quelqu'un que tu connais très bien, qui est Nadia Bourras, qui a fait sa thèse à l'université de Leiden là-dessus. Ensuite, je suis allé bavarder avec elle. Et là,
elle m'a dit quelque chose. Elle a passé vraiment 4 ans en fait, à faire sa recherche. Elle a dissipé un mythe, parce que, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, le mythe sur lequel j'ai vécu toute ma vie, en gros, c'est que les Rifins ont été poussés à partir et qu'on prenait des gens à peu près désespérés, analphabètes, et qui venaient ici. En fait, ce que Nadir Boulas m'a dit, c'est que cette image n'est pas tout à fait correcte. En fait, on ne poussait pas particulièrement les Rifins à partir. Je veux dire, le Maroc était intéressé peut-être ce qu'il y ait des gens qui viennent travailler en Europe, parce que ça pouvait leur apporter par la suite des devises, mais il n'y avait pas ce mouvement où on essayait de se débarrasser des Rifins. Ça, c'est Nadir Boulas qui me l'a dit. J'ai été étonné, c'est pour ça que je le partage avec vous, parce que c'est l'un des mythes de l'immigration marocaine aux Pays-Bas. On a cherché à se débarrasser des Rifins à cause de l'inimitié ou l'animosité entre le palais et les Rifins avec la révolte de 1958 dans le Rif. Et alors ça, c'est l'un des mythes. Par la suite, tout se passe exactement comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a de 1960 à 1974 une première période. Et cette première période, c'est un peu la même partout. Ce sont donc les fameuses 30 glorieuses de l'Europe. Donc on manque de bras et on est content d'avoir ces gens-là qui viennent ici. Et évidemment, tout le monde sait cela. Le grand malentendu, c'est que, aussi bien pour eux que pour l'Europe, c'était des gens qui venaient travailler 3 à 4 ans, qui allaient retourner chez eux. Et après, ils sont restés. Bon, tout ça, on le sait, c'est pas la peine d'appuyer là-dessus. Et la date charnière de 1974, je suis d'accord avec toi, c'est quand il y a eu le choc pétrolier, toutes les frontières se sont plus rapidement fermées. Donc, arriver avec une valise et un vague contrat ou même sans contrat, c'était fini. Je voudrais insister sur un point, qui est maintenant celui de la perception des Marocains. Parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et c'est l'une des choses réellement qui m'attriste le plus. Et je reviendrai sur ce que tu disais sur la question de l'apparition de l'islam, parce que c'est encore plus bizarre chez nous, aux Pays-Bas. Alors, pour ce qui est de l'image, et je l'ai vécu, hein, donc c'est quelque chose que je n'ai pas de seconde main, je le sais. Moi, je suis arrivé en 1989 à Amsterdam, à l'invitation de l'Université d'Amsterdam. Donc, je suis réellement un immigré de première génération, sauf que, bon, on m'a invité, je suis allé travailler à l'Université d'Amsterdam. Et je dois vous dire, ça c'est une impression personnelle, c'est pour ça que je fais un peu d'impressionnisme par rapport à ton exposé parfaitement. Est-ce que tu as fait l'ENA? Je dirais que tu as fait l'ENA, l'exposé super bien construit. Moi je fais un peu d'impressionnisme. Si tu veux, ouais, j'ai fait le pont et chaussée, mais j'ai complètement oublié ce que c'est qu'une structure. Mais en 89, quand j'arrive, je découvre avec joie que le simple fait d'être marocain est une bonne chose. Mais c'est incroyable, quand on regarde les choses maintenant, on se dit, mais dans quel monde? Le monde a basculé. J'arrive en 89, 90, 91, les gens sont contents de voir, d'entendre des Marocains, oui, c'est excitant, vous êtes amusants, vous êtes intéressants, gastronomie fantastique, j'ai fait un truc. Et puis, il y a une espèce de dégradation insidieuse qui est apparue. Alors, il y a quelques dates, quelques noms que je voudrais donner. D'abord, il y a Fritz Bolkestein, qui est quelqu'un que je connais personnellement. Il habite, vraiment, il travaille au coin de la rue où je suis. Un jour, à ma grande stupéfaction, il est vraiment venu sonner chez moi. Il a passé 3 heures chez moi à bavarder. Fritz Bolkestein est le premier, vers 1992-13. Bon, Fritz Bolkestein, c'est le gars qui a été ministre de la Défense aux Pays-Bas, qui a été à la Commission européenne. C'est lui qui a fait la fameuse directive du plombier polonais, qui permet aux plombiers polonais de venir travailler ici. Et ce gars-là commence à faire des déclarations, et c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux, il dit ce qu'il pense. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais il dit ce qu'il pense. Et il dit il y a un problème avec les Marocains, et l'origine de ce problème, c'est pas les Marocains, c'est le système néerlandais des piliers, des ailes. Et cette espèce de modèle où finalement les catholiques vivent de leur côté, les protestants vivent de leur côté, ce qu'on appelle les socialistes ou les laïcs, tout ce que tu veux, vivent de leur côté, et chacun vit de son côté sans trop s'occuper de ce qui se passe à côté de chez lui. Ce modèle, qui est le modèle des piliers, que tu connais bien, a résolu un problème qui était celui des guerres de religion et celui des guerres autour de l'école. C'était des problèmes d'il y a 100 ans. Ce modèle a résolu ces problèmes. Mais tous ces Marocains qui arrivent, Turcs, on ne sait pas où ils sont dans quel pilier exactement, on ne sait pas très bien. Et Bolkestein avait commencé à dire, ça va nous poser un problème. Or, personne n'avait écouté Bolkestein. Pourquoi?
Parce que c'est un homme de droite. C'est un homme qui est du VVD, le Parti libéral, et c'est un homme de droite, on disait, bon, bah, c'est un discours de droite. Il se méfie un peu de ces gars, on ne sait pas très bien qui c'est, ils ont des cheveux bouclés. Mais le choc, en réalité, alors pour donner un chiffre, parce que moi aussi je vais donner des chiffres. Lorsque je suis arrivé aux Pays-Bas donc en 89, il y avait un parti d'extrême droite qui s'appelait Centrum Democraten, avec un gars qui s'appelait Hans Jan Maat, qui était le patron, et qui déjà faisait une espèce de campagne contre l'immigration, les Marocains, etc. Le chiffre extraordinaire, c'est qu'à toutes les élections, il faisait 0,5% des voix, c'est-à-dire rien. Et ça, on parle de 1990. Il faut retenir ce chiffre. Alors, je parle de Fritz Bolkestein. Ensuite, il y a eu, alors, quelqu'un que tu connais, Paul Schaeffer. Et ça a été le choc. Parce que Paul Schaeffer, c'est un gars qui est venu de l'extrême gauche maoïste, qui est un ami, à titre personnel, qui a fait une année ou deux à Normal Sup à Paris, où il a travaillé avec Althusser, Derrida. Ben, c'est un gars extrêmement intelligent et de gauche. Et il a même essayé à un moment de devenir le patron du Parti Socialiste néerlandais, du PvdA. Et il écrit un article, juste un article de journal, en l'an 2000, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Het Multiculturel, janvier 2001. Bravo. Tu vois, tu me bats quand même sur la précision. Bravo. Donc en janvier 2001, Paul Schaeffer écrit un article dans un journal. Et moi, à titre personnel, il m'a expliqué les motivations de l'article. Et je vous parle de l'article après. Paul Schaeffer habite juste à côté de chez moi dans une rue qui s'appelle Hemonistraat. Mais si vous marchez le long d'Hemonistraat, vous arrivez sur le fameux Albert Kuip, c'est le marché d'Amsterdam, et là, il y a plein de petits cafés turcs, des petits cafés marocains, etc. Et il me dit, à un moment, je me suis rendu compte que je n'avais aucune communication avec ces gens-là, or ce sont mes voisins. Il sort de chez lui à Hemonistraat, il passe dans la rue, il voit un café, là, on voit vaguement, il n'y a que des Turcs. Il va un peu plus loin, il y a un café, il n'y a que des Marocains, etc. Il me dit, il y a un problème. Et c'est ça qui fait qu'il a écrit cet article. Il a dit, on fait quelque chose ça va pas. Et donc il le fait en janvier 2001, comme tu dis, et septembre 2001 arrive, et tout à coup, c'est comme si tout change. C'est-à-dire en 89-90, j'étais fier de marcher dans la rue, regardez-moi, je suis marocain. Après, c'est non, ne me regardez pas, je suis français. J'ai jamais dit ça. Je voudrais juste ajouter une petite anecdote, parce qu'elle me semble assez révélatrice quand même, entre l'image et la réalité des choses. Il y a un an ou deux, il y a une journaliste allemande qui est venue, une journaliste allemande qui est venue avec un caméraman, un gars qui faisait de la lumière, etc. Je ne sais pas comment elle avait mon adresse. Elle m'a dit, voilà, je vais faire un reportage sur les Marocains à Amsterdam. Je lui ai dit, d'accord. Et donc elle me dit, voilà ce qu'on va faire, on va aller dans un quartier marocain et je vais vous interviewer avec les Marocains derrière. C'est une sorte de décor. Tu vois, les Marocains et le Marocain noir. C'est ton sur ton. Tu vois. Donc je lui dis, pourquoi pas. Et je vais, alors si vous connaissez Amsterdam, je me dis l'endroit le plus marocain, c'est Dapperstraat. C'est une rue où il y a un marché, où on peut acheter de la menthe, de Meknes. Et là, elle arrive avec son truc, elle regarde, elle me dit non, je vais à un quartier marocain. Je dis, oui, il y a un marocain. Elle dit non, un quartier marocain. Je dis, bon, d'accord, prends le tram, on va sur Waterford. Le maire est marocain. Le maire de Waterford, Ahmed Marcouch, qui est un ami, est marocain. Il n'est plus marocain, il est marocain. Ah non, je vais aller dans un quartier marocain. Je lui dis, attends, d'abord, définis-moi ce que tu entends par un quartier marocain. Elle me dit, non, mais ça, c'est trop propre. C'est pas trop. C'est trop. Elle cherchait un bidonville. Je disais, je t'assure, elle cherchait un bidonville. Je lui dis, on n'a qu'à aller à Sidi Boum et le faire. Elle cherchait un bidonville. Et je lui dis, je t'assure que c'est là que vivent les Marocains. À Dapperstraat, les maisons sont propres, bien construites, il n'y a pas une seule bicoque, les rues sont propres, c'est la même chose. Donc, si tu veux, à titre personnel, ça m'embête comme ça maintenant ce qui se passe, la perception de l'autre en partie de Wilders. Mais d'une façon générale, les Marocains ne vivent pas mal aux Pays-Bas. Il y a une souffrance psychologique, on n'aime pas se réveiller chaque matin en se faisant insulter à la radio, mais l'un dans l'autre, on vit pas mal. Voilà, je voulais un peu nuancer tout ça. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas faire des choses extraordinaires.
Vraiment, il faut faire l'impossible, nul n'est tenu de toute façon. Et simplement, si vous faites votre travail correctement, si vous êtes un bon citoyen, je vais dire des choses un peu bateau, mais parce que c'est ça la réalité. Il y a la déontologie du travail bien fait, par exemple. Il y a la déontologie du bon voisinage. Vous analysez les choses. Le pays ne vous demande pas des choses extraordinaires pour s'intégrer. Ce n'est pas extraordinaire. Il suffit d'être un bon citoyen dans un pays où les lois sont assez claires, où la Constitution est là, les lois sont claires, les règlements, le bon voisinage, etc. Ça ne nous demande rien. Ça ne nous demande pas grand-chose. Donc il suffit d'être soi-même, je dirais, d'être un bon voisin. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et à ce moment-là, à votre niveau, dans votre coin, vous avez déjà fait assez dans votre coin. Si chacun le fait dans son coin, je pense que ça marchera. Et je ne peux pas dire plus que ça. Ça a l'air un peu banal, mais c'est vraiment du micro-management. Je ne peux pas dire plus que ça. Les chiffres sont là. Je veux dire, on ne peut pas se voiler non plus la face. Je veux dire, les chiffres sont faits par des gens très sérieux. Par exemple, comment s'appelle, le Social and Cultural Plan Bureau, qui était dirigé par un gars qui vient de prendre sa retraite, qui s'appelle Paul Schnabel, que je connaissais très bien personnellement. Je ne doute pas un instant de son intégrité, je le connais, c'est un ami depuis 15 ans, et il est le premier, désolé, mais les chiffres sont là. La criminalité chez les adolescents marocains est réellement 2-3 fois supérieure à celle qu'on observe chez les adolescents néerlandais. Alors, à partir de là, il y a deux possibilités. Une qui est très grave et très dangereuse, c'est ce que ça nous disait, c'est-à-dire tout ce qui est culturaliste, par exemple, c'est leur culture. Ça, c'est très faux, c'est très grave, si vous voulez, etc. Et j'ai pas d'explication. Simplement, je dis, il y a des explications qui sont connues. D'abord, l'explication tout simplement sociale. Évidemment, l'explication sociale, quand on est dans des défavorisés, dans un quartier défavorisé, etc., on aura plus tendance à voler que si on est le fils d'un milliardaire. C'est tellement évident que c'est même pas la propriété. C'est évident, ça existe. Mais il y a d'autres explications. Moi, j'ai avancé cette explication et j'ai fait bien attention en disant que je l'avance en tant que romancier. La nature humaine est à peu près la même. Quand on regarde des grands groupes de gens, vraiment des populations, des cohortes de 10, 20 000 personnes, alors là, il y a ce qu'on appelle la courbe de Gauss, la loi des grands nombres. En fait, on trouve à peu près les mêmes dispositions chez tout le monde. Alors, d'où vient ce chiffre extraordinaire? Pourquoi cette délinquance? Il faut trouver des explications. Sociales, je suis d'accord avec vous. Institutionnelles, elle est certainement là.